Merci, Mme Senneville. Merci, M. Patry. Voilà qui met bien la table. J'invite maintenant notre deuxième organisme contributeur de la Centrale des syndicats du Québec. J'invite le président de la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep, FEC, CSQ, M. Mario Beauchemin. Alors, bonjour tout le monde. Alors, voici, en ce qui concerne l'accessibilité et la participation aux études supérieures, à la CSQ, on considère qu'il s'agit d'un chantier inachevé. Et pour le démontrer, nous avons divisé cette présentation en 4 points. On va d'abord s'attarder au contexte actuel, ensuite aux obstacles qu'il faut lever, autant sur le plan scolaire, financier, géographique que géographique. On va aussi se pencher sur certains éléments qui permettraient de favoriser la participation et la réussite aux études supérieures pour finalement, comme nous l'a demandé, terminer sur 3 constats. En ce qui concerne le contexte actuel, le Québec part de loin, on le sait, mais fait de mieux en mieux. On le voit ici, le taux d'accès aux études universitaires est en hausse, donc est passé de près de 34 en 1997 à 43,7 en 2008. Alors qu'il est en baisse ailleurs au Canada. On pense qu'une hausse, que ce soit une indexation ou une hausse drastique, pourrait freiner cet élan de scolarisation aux études supérieures. Et on pense aussi qu'il est un petit peu difficile de comparer avec le reste du Canada en raison de la présence unique du réseau collégial au Québec et aussi en raison de certaines manipulations statistiques là, qu'on peut voir dans certaines études, entre autres lorsqu'on s'attarde à l'exemple ou au contre-exemple faussé de la Nouvelle-Écosse. Le graphique ici démontre bien le taux de participation aux études postsecondaires au Canada. Et là, par études postsecondaires, on parle évidemment des cégeps et des universités. On voit que le Québec fait très, très bonne figure. Et d'ailleurs, dans une étude rédigée par M. justement Pierre Fortin en 2004, à la demande de la Fédération des cégeps, là, dans le cadre de ce qu'on a appelé le Forum sur l'avenir de l'enseignement supérieur, M. Fortin et les auteurs de l'étude en question précisaient que les collèges sont un accélérateur de scolarisation, qu'ils permettent de réduire les inégalités en venant gonfler la classe moyenne, d'où toute son importance. En ce qui concerne maintenant les obstacles scolaires, on en a parlé lors de la première présentation, l'origine socio-économique et le profil scolaire sont les principaux déterminants, selon nous, de l'accessibilité aux études supérieures. L'origine socio-économique, on l'a étudié beaucoup dans les années 60, 70, début des années 80 à l'université, dans la mouvance de ce qu'on appelle toujours l'approche marxiste. Mais aujourd'hui, très, très peu d'études s'attardent sur les origines socio-économiques et le manque d'égalité des chances devant les études supérieures là, en raison de ce facteur-là. Donc, peut-être un appel là, qui est lancé aux chercheurs pour s'y pencher davantage. Alors, à cet égard, on pense qu'il faut promouvoir les politiques sociales et familiales et refaire de l'éducation, comme on le répète à la CSQ depuis plusieurs années, une priorité nationale. Il faut aussi accorder une attention particulière aux populations étudiantes vulnérables, et ce, dès la petite enfance et tout au long des parcours scolaires. On parle ici des jeunes des milieux défavorisés, des élèves handicapés ou en déficit d'attention et d'apprentissage, et au collégial, on les appelle, là, on les nomme les étudiants ayant des besoins particuliers, on l'a dit tout à l'heure, qui ont augmenté énormément au cours des dernières années en raison des mesures qu'on a prises là, dans le réseau scolaire. Enfin, il faut s'attarder aussi et favoriser les étudiants et les étudiantes à temps partiel et les étudiants monoparentaux. Donc, en même temps, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi améliorer et assurer de meilleures conditions d'apprentissage, et ça passe par une amélioration des services professionnels et de soutien qui sont nécessaires à la réussite, par l'élimination de la concurrence entre les établissements d'enseignement et par l'élimination de la sélection scolaire.
Les obstacles financiers, maintenant. Pour nous, il est clair qu'il y a un lien étroit entre droit de scolarité et participation aux études supérieures. Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada a fait une revue de la littérature sur la question en 2007. Son principal constat, il existe une relation significative entre les droits de scolarité et la participation aux études postsecondaires. Madame Vierstad, hier, nous a parlé d'un autre sujet, mais ici, dans une étude commandée par le MELS en 2008, on estimait à 22 120 étudiants et étudiantes comme perte à l'université à la suite d'un scénario de rattrapage des droits de scolarité québécois, de la société québécoise, à la moyenne canadienne. Donc 22 120. Toujours en ce qui concerne les obstacles financiers, il faut voir que les universités en région occupent une place particulière pour les raisons qui sont énumérées ici. Donc, toute hausse des droits de scolarité pourrait avoir un effet encore plus néfaste pour les universités en région, où on retrouve 70 des étudiants et des étudiantes de première génération, où on retrouve 45 des étudiants et des étudiantes à temps partiel, alors que c'est 30 ailleurs, où 40 des étudiants et des étudiantes proviennent de milieux à faible revenu, et où 70 des étudiantes et des étudiants bénéficient de l'aide financière aux études. Toujours en ce qui concerne les obstacles financiers, on l'a dit tout à l'heure, on le répète, une hausse importante des droits de scolarité aurait des effets néfastes importants. On le voit ici, sous le gouvernement libéral de M. Robert Bourassa, à la fin des années 80 et au début des années 90, on a assisté à une augmentation assez importante des frais de scolarité. On le voit, c'est délimité par le cercle, qu'il y a eu une augmentation de la participation aux études supérieures, mais à partir du moment où on a haussé ces frais de scolarité-là de façon importante, on voit que le taux de participation diminue pour, en la suite, se stabiliser. On voit donc là qu'il y a une corrélation très, très, très étroite entre les deux éléments. Au cours du printemps dernier, on a parlé aussi beaucoup d'équité intergénérationnelle. On voit ici qu'à partir de 1968 et de la mobilisation étudiante importante des années 60, où on a assisté à 2-3 grandes mobilisations et où on a décidé de geler les droits de scolarité à partir de 1968, on atteignait graduellement la gratuité scolaire. Donc, les personnes qui ont étudié au cours des années 70, on le voit, ont joui de frais de scolarité beaucoup plus minimes que les étudiants et les étudiantes là, des années 2000 à 2010, 2012. Donc, lorsqu'on parle d'équité intergénérationnelle, c'est peut-être important là, de se référer à ce graphique. Toujours en ce qui concerne les obstacles financiers, on croit que les étudiants et les étudiantes ont fait leur part. Il y a eu une hausse de 500 $ des droits de scolarité entre 2007 et 2012 pour une hausse de 31 %. Et, comme on l'a déjà précisé, l'endettement est très élevé et très important chez les étudiants et les étudiantes. Ce qu'on propose, c'est un gel des droits de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire et une bonification de l'aide financière malgré les modifications apportées au cours du printemps dernier. Une bonification de l'aide financière qui s'attarderait à l'indexation des dépenses admises, à une révision, encore une fois, de la contribution parentale et en portant aussi une attention particulière là, aux étudiants parents. Et on peut se poser aussi la question, et c'est peut-être une table de travail importante qu'il faudrait mettre en place après le sommet, pourquoi le gouvernement ne serait pas le prêteur au lieu de faire profiter les banques et les caisses? Je crois qu'il y a un chantier de travail là qu'il faudrait ouvrir et sur lequel il faudrait réfléchir grandement. Il faudrait aussi encadrer rigoureusement les frais afférents et implanter au collégial une formation continue à temps partiel et gratuite. Sur le plan géographique, on ne peut pas passer à côté des difficultés que vivent les cégeps en région. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation, dans le contexte de baisse démographique et de réduction des effectifs étudiants, plusieurs régions risquent d'être fortement touchées au cours des prochaines années. Bon, il s'agit de prévisions, mais quand même, ça donne une assez bonne idée de ce qu'attendent les collèges en région. Vous le voyez, on prévoit en 2019 une baisse de presque 40 % des effectifs étudiants dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
et en Estrie, une baisse de 8 avec, là, en ce qui concerne même la capitale nationale, une baisse là, qui avoisine les 14 Et ça, si rien n'est fait pour remédier à cette situation, ça risque d'exacerber la concurrence et la compétition qui est déjà vive entre les collèges à l'intérieur, par exemple, de la grande région de Montréal, mais entre les grands centres urbains et les régions plus éloignées. Et on pense qu'il y a des pistes de solutions qu'on pourrait explorer avec la mise en place d'une table de travail paritaire, par exemple, en gérant de façon plus cohérente l'offre et la demande de formation, donc un mécanisme de centralisation des demandes d'admission qui permettrait de mieux répartir les étudiants et les étudiantes sur le territoire québécois et dans le réseau. On pense aussi, comme ça a été souligné lors du forum sur l'adéquation formation-emploi, qu'il faut valoriser la formation technique. On l'a dit qu'il faut aussi bonifier le programme d'aide financière aux études, qu'il faut accorder une priorité au programme offert en région au moment du recrutement d'étudiantes et d'étudiants étrangers, qu'il faut optimiser les places dans les programmes à faible effectif avant d'accorder de nouvelles autorisations de ces mêmes programmes dans d'autres collèges. Il faudrait aussi explorer, même si la carte de programme est déjà pleine, l'idée d'implanter des programmes exclusifs qui permettraient à chaque collège de recevoir une masse critique d'étudiants et d'étudiantes. On pense aussi qu'il faudrait augmenter le budget d'Emploi Québec à la formation de la main-d'œuvre, qu'il faudrait mettre en place des incitatifs financiers ou autres pour favoriser la mobilité des étudiants et des étudiantes, qu'il faudrait réviser certains éléments aussi, finalement, du mode de financement actuel du réseau collégial afin de tenir compte des réalités régionales. En ce qui concerne les universités plus particulièrement, on l'a déjà dit, lors de la première rencontre thématique, il faut coordonner, ou mieux coordonner, l'ensemble du réseau universitaire et on pense aussi qu'il serait intéressant de créer une instance intermédiaire de coordination du développement du réseau et des campus. Paradoxalement, mes collègues de la CSN en ont parlé aussi, le parent pauvre du réseau collégial, c'est la formation continue. Comparativement aux autres provinces, on fait piètre figure. On le voit ici, le taux d'inscription en formation continue est en chute libre depuis le début des années 90. C'est passé de 80 738 à 22 788. Il y a des collèges en Ontario où le 22 000 là, est déjà là, juste pour un collège, alors que dans tout le réseau collégial, nous, on en compte à peu même pas 23 000. Donc, il y a un coup de barre à donner en ce qui concerne la formation continue au collégial. Donc, il faut en améliorer l'offre par des enveloppes ouvertes, comme dans les universités, et aussi assurer la gratuité des formations à temps partiel au collégial. Finalement, en ce qui concerne la participation et la réussite, on croit qu'il faut revaloriser le volet enseignement des universités, notamment en ce qui concerne l'évaluation du travail des enseignantes et des enseignants, qu'il faut améliorer l'encadrement des étudiants et des étudiantes, et ce, à tous les ordres et dans tous les secteurs, la recherche, l'enseignement, la formation continue, qu'il faut diversifier les stratégies de formation, qu'il faut instaurer un guichet unique pour la reconnaissance des acquis et des compétences, et qu'il faut rechercher une culture commune de la réussite. Pour terminer, voici les 3 constats. Le Québec fait bien en matière d'accessibilité aux études supérieures, mais afin de faire mieux, il est impératif d'agir tôt, dès la petite enfance et tout au long du parcours scolaire. Il est aussi important de maintenir et de développer un réseau d'établissements d'enseignement supérieur, les cégeps et les universités, qui sont ancrés au sein de leur communauté, et ce, dans toutes les régions du Québec. Et nous croyons, encore une fois, je le répète, que le gel des droits de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire, de gratuité de l'éducation, est une avenue importante dans notre objectif d'améliorer l'accessibilité et la participation aux études supérieures. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Beauchemin. J'invite maintenant